Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Tellement heureux de vous retrouver malgré ces conditions assez déroutantes et inhabituelles. Soyez les bienvenus quelle que soit la place que vous occupez, quel que soit le niveau de responsabilité qui est le vôtre, quelle que soit la nature de nos relations habituelles. Oui, chacun là où vous êtes et pour ce que vous faites, sentez-vous bienvenu, reconnu, attendu. Nous marquons ce soir une étape importante pour la vie de notre institution. Cette institution, associée à l'État par contrat depuis 60 ans, se refuse à tout esprit de concurrence et ne prétend pas faire mieux que quiconque. En revanche, nous revendiquons une place particulière, spécifique, originale. Et néanmoins, je crois nécessaire d'inscrire notre démarche sous le double signe de la confiance et de l'humilité. Sous le signe de la confiance, parce que, quelles que soient les difficultés du temps, et chacun sait ce soir que les difficultés ne manquent pas, quelles que soient les difficultés donc, il est de notre responsabilité commune de nous projeter, au sens littéral du terme, nous projeter, nous jeter en avant, avec confiance et espérance. Bien sûr, nous entendons ici ou là quelques prophètes de malheur qui répètent à l'envi qu'il n'y a plus d'avenir, que celui-ci est sombre, qu'il est bouché, qu'il est compromis. Sans être idiot, aveugle ou naïf sur les réalités du moment, être éducateur, c'est croire en l'avenir. Un avenir qui n'est ni plus ni moins difficile qu'il a pu apparaître à d'autres époques du monde contemporain, pour ne prendre que cette seule référence. Être éducateur, ce n'est pas décrire le monde d'après, qui n'existe pas plus que le monde d'avant, mais c'est accepter de tenir une place dans la marche du monde. Sous le signe de la confiance et de l'humilité. Pourquoi parler d'humilité au moment où nous voulons faire connaître notre ambition éducative? Pour 3 raisons majeures. Reconnaître d'abord ce qui se vit de beau, de bon, de vrai dans les établissements. Les communautés éducatives implantées dans un contexte et dans un environnement font déjà beaucoup. Admettre que nous ne pouvons pas tout diriger, que nous ne sommes pas tout puissants et que le changement ne se décrète pas. La porte du changement s'ouvre de l'intérieur, nous rappelait Jacques Chaise. Permettre enfin que la politique des petits pas soit possible, permettre que les efforts, même modestes, soient utiles et au profit de tous, permettre, au fond, que nos actions soient fécondes pour la croissance de l'homme. Humilité aussi parce que ce texte n'est pas le texte de la direction diocésaine. Il est le nôtre, il est le fruit de nos partages, de nos échanges, de nos attentes communes. La communion, ce n'est pas la fusion, c'est être suffisamment d'accord pour passer au-dessus de nos désaccords. C'est pour cela que ce texte est à nous. Pour conclure, 2 choses encore. C'est au croisement de la confiance et du discernement que naît la pertinence d'un projet. Il ne résoudra pas tous les problèmes, mais il veut nous élever, nous mettre à la bonne distance afin que collectivement, nous trouvions du sens à nos actions, afin que collectivement, nous trouvions force et détermination pour pouvoir résoudre nos problèmes. Bref, poser des mots pour structurer notre pensée et choisir des mots pour nous accorder sur ce que nous voulons être. Enfin, parce que la mise en projet, la projection passe par une attitude solidaire, d'entraide, de fraternité, de connivence, de cohérence. J'emprunte au pape François ces belles paroles qui finalement ouvrent et tracent le chemin en renouvelant la passion d'une éducation plus ouverte et plus inclusive, capable d'une écoute patiente
d'un dialogue constructif et d'une compréhension mutuelle, puissions-nous unir nos efforts dans une vaste alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de surmonter les morcèlements et les oppositions et recoudre le tissu des relations en vue d'une humanité plus fraternelle. Et pour nous guider ce soir dans notre soirée, c'est avec plaisir que nous accueillons Madame Erika Walter, journaliste à RCF Charente, et que nous remercions vivement de sa présence parmi nous ce soir. Bonsoir. Merci de m'inviter aussi à prendre part à cette promulgation. Voilà. Et dans un premier temps, nous allons laisser la place Bonsoir à tous et à toutes. Oui, comme vient de le dire Bernard Roux, nous sommes fiers ce soir et très heureux de vous présenter ce projet. Nous sommes fiers parce que ce projet, c'est le vôtre, c'est vous qui l'avez écrit. Et je vous invite maintenant à un petit exercice de mémoire, l'histoire de ce projet interdiocésain. Depuis 2 ans, en effet, nous avons sollicité les conseils d'établissement. Un premier livret a accompagné cette réflexion très large, volontairement très large. L'idée était en effet de faire émerger nos représentations, les représentations forcément diverses des différents membres de nos communautés éducatives. Qu'est-ce qu'un enfant qui réussit? Qu'est-ce qui malmène les élèves dans nos établissements? Qu'est-ce qui, au contraire, facilite leur éducation? Qu'est-ce qu'une école ouverte à tous? Quelle place pour l'innovation pédagogique? Qu'est-ce qu'évaluer? Quel regard portons-nous et voulons-nous porter sur les élèves? Tant et tant de questions, il y en a bien d'autres, qui ont nourri ces conseils d'établissement et qui font aujourd'hui la substance même du projet que nous présentons ce soir. Il y eut ensuite une phase 2 et donc un deuxième livret avec une première formulation de 8 axes et une invitation à les nourrir, les reformuler, les apprécier ou les contester, les amender. Pourquoi pas aussi en formuler d'autres auxquels nous n'aurions pas encore pensé. Là encore, ce sont les conseils d'établissement qui ont travaillé et beaucoup ont fait, rappelons-nous, des soupes avec tous les ingrédients nécessaires et un savant dosage qui permettent que ces soupes soient onctueuses, veloutées, goûteuses, ni trop salées, ni trop peu. Et à partir de toutes ces remontées, de toutes ces contributions, nous sommes entrés dans une troisième phase, un texte cible, notamment étudié cette fois-ci dans les réseaux d'établissements qui ont pu faire leurs remarques et leurs amendements. Malgré un processus, il est vrai, ralenti, voire parfois entravé par le contexte sanitaire du printemps, tous ceux qui le voulaient ont pu contribuer, dire leurs remarques, leurs souhaits, leurs aspirations. La première invitation à ce travail, invitation qui venait des directeurs diocésains, date de mars 2019. Et voilà que ce soir aboutit donc un travail de 18 mois. Un travail qui était une commande des évêques lorsqu'ils ont donné à Christophe Grelier pour la Charente et la Charente-Maritime et à Bernard Roux pour le Poitou, lorsque les évêques ont donné leur lettre de mission. Il s'agissait bien de rédiger un projet interdiocésain avant la fin de l'année 2020 et nous y voilà. Il revient donc maintenant à chaque communauté éducative de s'approprier ce projet, non d'abord pour l'appliquer, mais plutôt pour le faire vivre. Chacun à sa façon, chacun selon son histoire, ses capacités, son lieu d'implantation aussi. Les mises en œuvre seront donc sans doute assez différentes les unes des autres, et c'est tant mieux, nous pouvons nous en réjouir. Mais ce projet, lorsque dans un établissement, on s'interrogera pour savoir la place de chacun, eh bien, ce projet nous servira comme d'un baromètre. On pourra s'y reporter pour dire le sens de l'action commune. Merci donc aux acteurs de ce projet que vous êtes. Merci pour ce travail de 18 mois. Merci pour tous ces cailloux apportés
qui, les uns après les autres, agencés avec soin, constituent aujourd'hui le projet interdiocésain. À nous de le faire vivre, de l'incarner, de le proposer dans les années qui viennent. Nous donnons maintenant la parole à Erika Walter pour entrer dans le vif de ce projet. Alors c'est ça, puisqu'après avoir expliqué ce qui a amené à la réflexion, à l'écriture de ce projet interdiocésain, vous avez maintenant en fait des éléments indispensables pour comprendre comment situer ce projet. Alors nous pouvons maintenant approcher véritablement le cœur de ce projet en détaillant justement ces 8 axes avec donc Christophe Mollier et Bernard Roux. Alors vous allez chacun, l'un après l'autre, nous donner le sens de ces axes et peut-être aussi leur articulation finalement les uns par rapport aux autres. Alors on va commencer d'abord avec vous Bernard Roux, on va plonger dans le premier axe. Alors ce premier axe, c'est les adultes, les jeunes recherchent le sens profond de la notion d'hospitalité pour donner vie au projet, pour chercher à vivre en frères. Alors effectivement, est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous expliquer finalement le sens même de ce premier axe? Avec ce premier axe, nous avons voulu mettre l'accent sur une double réalité, ou plus exactement, sortir d'un double paradoxe. Nous parlons très souvent de la qualité de l'accueil dans nos établissements et pourtant, certains ne s'y sentent pas accueillis. Nous parlons très souvent de l'accueil de tous et il n'est pas rare que nous devions exclure un élève ou simplement que nous ayons du mal à faire une vraie place à ceux qui nous dérangent. Pour tenter de sortir de ce premier paradoxe, nous voulons essayer de mettre en lumière ce beau mot de la langue française, l'hôte. L'hôte est à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli. Idéalement, nos établissements pourraient-ils se préparer à accueillir les élèves avec le même soin quand nous le faisons quand nous préparons la maison pour accueillir un groupe d'amis. J'accueille mes hôtes. Le deuxième paradoxe réside dans le constat que vivre ensemble est finalement assez difficile. Et cela ne se décrète pas. D'où l'invitation à chercher à vivre en frères, c'est-à-dire se reconnaître frères en humanité, enfants d'une même figure d'autorité, et pour les chrétiens, enfants d'un même père. Chercher à vivre en frères, c'est ainsi que le dit André-Pierre Gauthier, dépasser cette attache naturelle qu'est l'amitié pour entrer en relation avec une personne n'appartenant pas à ce cercle d'amis. Pour le dire autrement, peut-être c'est le cœur de cet axe, c'est renoncer à l'expression « je te tolère » qui n'a rien de constructif pour aller vers la recherche d'une meilleure connaissance de l'autre. Bref, au lieu de réduire l'autre en lui demandant « qu'est-ce que tu as ?», intéressons-nous à savoir qui il est. Alors, cette notion même d'hospitalité ou cette dimension effectivement forte de frère, c'est ça, c'est engageant finalement avant tout Bernard Roux, ça demande de part et d'autre finalement cette notion d'engagement très fort. Oui, parmi les messages que nous souhaiterions que les communautés retiennent aujourd'hui au sens très large, c'est de bien comprendre que la promulgation du projet interdiocésain ne sous-entend pas une facilité, une aisance ou quelque chose qui serait naturel ou qui coulerait de source. Et de fait, cette ambition de vouloir vivre en frères, c'est peut-être en premier lieu de poser les mots selon lesquels nous savons que cela est difficile. Nous savons que cela présentera des obstacles. Nous savons que parfois nous allons échouer. Ce n'est pas parce que nous échouons ou que ça peut être difficile qu'il ne faut pas, jour après jour, tenter d'avoir une communauté de vie plus fraternelle, avec le sens noble et élevé du mot fraternité, qui évidemment est beaucoup utilisé aujourd'hui dans divers sens et dans divers contextes. Et il convient, je crois, pour l'enseignement catholique, de chercher à lui donner corps, à lui donner de l'épaisseur et à lui donner une vraie réalité, j'oserais dire une véritable incarnation. C'était important aussi que ce soit le premier axe, justement. Ça a du sens, bien sûr, que ce soit celui-ci qui pose, on va dire, qui ouvre ce projet interdiocésain. Alors, vous avez raison.
il n'est pas question de hiérarchiser les axes, évidemment, et il n'est pas question non plus de dire que tel ou tel serait plus important qu'un autre. En revanche, commencer par la notion d'hospitalité, commencer par la notion d'accueil, c'est de façon un peu symbolique rappeler ce qui se vit pour une famille qui prend contact pour la première fois avec l'un de nos établissements. Elle commence par franchir une porte, elle commence par frapper à la porte du chef d'établissement ou par sonner au portail. La première rencontre, le premier acte dans l'enseignement catholique, c'est pas d'abord de remplir un dossier, c'est d'abord de faire une rencontre. Alors, on va justement voir aussi ce que peut donner ce premier axe, hein, donc sur cette notion notamment d'hospitalité. Avec vous, Rachel Bachelin, vous avez, en tant que chargée de mission, évidemment, vous connaissez bien ces établissements scolaires sur ce territoire du Poitou-Charentes et vous allez nous donner quelques exemples pour comprendre comment déjà, finalement, ce premier axe, il se vit dans les établissements. Oui, tout à fait. Merci, Erika. Effectivement, les exemples sont très nombreux sur cette thématique-là. À commencer par exemple, le tutorat qui se met en place dans les établissements du premier et du second degré. Donc, tutorat entre élèves, où les anciens accueillent les petits nouveaux et les accompagnent sur le premier jour, mais bien au-delà, puisque cet accompagnement peut se poursuivre sur la scolarité, les premiers pas dans l'établissement. Cet accompagnement, il peut également se mettre en place entre enseignants. Au-delà de la distribution d'un livret d'accueil pour les nouveaux enseignants, dans certains établissements, certains sont accompagnés par des pairs qui sont un petit peu plus anciens dans l'établissement ou dans la fonction d'ailleurs, et qui sont là effectivement pour accompagner leurs collègues. Donc ces dispositifs permettent aux uns et aux autres de se sentir accueillis, attendus et de se sentir intégrés au sein de la communauté. Ces modalités d'accueil participent sans aucun doute à l'élaboration de l'esprit de communauté et permettra également de fédérer les personnes autour du projet commun. On ne peut pas oublier, bien sûr, le travail précieux des associations de parents d'élèves qui, comme le disait Bernard tout à l'heure, sont souvent là les premiers jours autour d'un café d'accueil ou autour d'un repas d'accueil parfois pour ces nouvelles familles qui arrivent dans nos établissements. D'autres exemples au niveau d'établissements qui n'hésitent pas et qui n'ont pas hésité malgré les contraintes administratives et réglementaires à accueillir des mineurs non accompagnés qui sont souvent réfugiés dans notre pays. Et puis je ne peux pas oublier non plus l'investissement des services diocésains sur cet axe-là au niveau du service d'aide et d'accueil au recrutement, puisque chaque demande de personne, même si la personne ne répond pas au profil pour enseigner, chaque demande sera reçue, accueillie et aura de toute façon une réponse. Nous pouvons désormais passer à l'axe 2 avec Christophe Grelier. C'est ça, effectivement, on continue à poursuivre cette découverte de ce projet interdiocésain avec vous, Christophe Grelier. Donc cet axe 2, les croyants, jeunes ou adultes, témoignent de leur joie de croire en référence à l'Évangile. Donc comme vous en discutiez tout à l'heure, Erika, avec Bernard, cet axe est en deuxième position dans notre projet interdiocésain, sans y voir une réelle hiérarchie dans les 8 axes qui sont proposés. Il me plaît quand même à penser que la fraternité prime au-delà même des clivages religieux que nous connaissons dans notre société aujourd'hui, et prime aussi, d'ailleurs, au nom même de notre foi en Jésus-Christ. La fraternité humaine prévaut, donc, et cependant, il nous faut rappeler aussi 2 éléments de notre foi. Premier point, c'est la joie de croire qui donne sens, qui permet l'engagement, le don de soi et finalement la vie. Et deuxième point, l'Évangile, dans son expression première, rappelle la bonne nouvelle que Jésus nous apporte. Jésus lui-même est bonne nouvelle, il est fils d'un Père qui nous aime, qui veut notre bonheur. La possibilité pour nous d'être des fils adoptifs et de rentrer dans cet amour du Père. La joie de croire, pour nous chrétiens, elle se situe ici en référence à l'Évangile. Voilà un appel pour nous que l'école soit une bonne nouvelle, un lieu de vie et de joie. Par cet axe aussi, nous affirmons que la foi ne s'impose pas. La foi se propose.
C'est par le témoignage qu'elle se propage. C'est le sens du conseil que nous pouvons faire nôtre. Ne parle de Dieu que si l'on t'interroge, mais vit de telle façon que l'on t'interroge. Et nos établissements sont pleinement eux-mêmes des établissements catholiques lorsqu'ils permettent ce témoignage de foi et de vie. Cela nous appelle aussi, entre nous, à une cohérence entre ce que nous disons, ce que nous écrivons, et ce que nous faisons, ce que nous vivons dans nos établissements. Arrêtons-nous un instant, s'il vous plaît, Erika, sur la joie. La joie, c'est le signe sensible et intérieur du vrai et du bon. C'est par la joie qu'elle ressent que la personne sait qu'elle fait les bons choix. La joie de croire a donc aussi à voir avec la question de l'orientation, et de l'orientation au sens large, d'un appel de la vie, d'une question de vocation, d'un chemin de vie que l'enfant va construire dans son établissement et dans sa famille. Mais ça a à voir aussi plus quotidiennement avec nos choix de tous les jours, des choix de vie, des choix de mort que nous posons. Rappelons-nous cet appel « Choisis la vie ». Nos établissements, collèges, lycées, centres de formation, écoles, nous mettons tout en œuvre pour que nos enfants grandissent, réussissent leurs études, leurs examens et leurs diplômes. En plus de cela, nous devons pouvoir proposer une formation pleinement humaine, qui ne masque pas l'aspect spirituel de la personne. La personne humaine est un être relié, les relations sont à déployer. Nous verrons cela tout à l'heure dans les axes 3 et 6. Alors en même temps, Christophe, vous voyez les familles, les enfants, les jeunes qui sont accueillis finalement, qui font le choix de venir dans un établissement de l'enseignement catholique, on a presque envie de dire, c'est naturel bien sûr aussi que cette dimension de croire, cette dimension effectivement de foi, elle puisse s'exprimer en fait. Vous disiez, elle se propose, elle ne s'impose pas. En même temps, ça fait partie aussi du choix qu'on fait quand on inscrit son enfant dans un établissement d'enseignement catholique. Oui, pour certaines familles, c'est exact, et pour d'autres, ce n'est pas le cas. C'est le projet éducatif, alors inspiré de l'Évangile soit, mais l'accompagnement, le regard sur l'enfant qui va attirer les familles. Et à ce moment-là, point de question de foi, point de question d'adhésion à les mystères de la foi. Mais en tout cas, ce contexte soit là, qu'il y ait cette immersion, qu'il y ait un contexte de foi qui soit présent, sans forcément y adhérer. Exactement, et nous appelons en fait tous les acteurs de l'établissement à se référer à cette histoire de l'établissement, à ceux qui ont porté le projet de l'établissement catholique, et aussi, je redis, à ce projet inspiré de l'Évangile et d'un regard sur la personne particulier que nous essayons de porter. C'est aussi pour ça que nous nous rejoignons, que les familles nous rejoignent. Mais n'oublions pas que cet établissement, il est aussi catholique, si à l'intérieur de l'établissement peuvent vivre, s'exprimer, témoigner des croyants, et en particulier des chrétiens. Alors, on va voir maintenant avec Eric Beaune, chargé de mission également, pour expliciter finalement, là aussi, nous donner quelques exemples, partager quelques exemples pour illustrer cet axe 2 que nous venons de découvrir. Tout à fait, Erika, merci. Un axe qui est bien lui aussi au cœur de notre projet, témoigner de la joie de croire. Et déjà, beaucoup d'établissements prennent des initiatives en ce sens qui vont concerner toute la communauté éducative. Par exemple, déjà auprès des parents, tel ou tel établissement qui propose chaque matin, pendant le temps de l'Avent ou du Carême, 15 minutes avant le début de la classe ou le début des cours, un temps de prière, donc pour les parents qui se retrouvent dans la chapelle ou dans une salle qui a été aménagée à cet effet. Ailleurs, c'est sur la pause méridienne que ce temps est proposé et cela permet aussi aux élèves peut-être plus facilement de s'y joindre. L'appel est souvent associé à ces moments. Mais cette joie de croire, ce témoignage de la joie de croire s'adresse aussi, et peut-être d'abord, aux élèves. Dans certaines écoles, en lien étroit avec la paroisse, peut-être organiser la catéchèse dans les locaux de l'école, mais bien plus avec aussi des acteurs de l'école catholique. Dans d'autres établissements encore, et parfois dans les mêmes établissements, les adultes qui enseignent ou qui travaillent se réunissent régulièrement pour un temps de prière, pour un temps de partage de l'Évangile. Et ainsi, au sein des établissements, comme on le disait à l'instant, peut naître une véritable petite communauté chrétienne qui fait sens pour l'ensemble de la communauté éducative. Beaucoup d'établissements dans notre académie, dans nos diocèses, cherchent à renouveler la problématique pastorale.
Non plus seulement proposer uniquement de la catéchèse, parfois à des groupes d'élèves de plus en plus restreints, mais multiplier les propositions. La catéchèse pour celles et ceux qui déjà confessent la foi, mais des propositions de première annonce pour ceux et celles qui cherchent et qui sont intéressés par connaître, par découvrir la foi des chrétiens, ou des propositions de culture religieuse qui peuvent là s'adresser à toutes et à tous. Ainsi, ces établissements expérimentent que diversifier les propositions et savoir bien les nommer, c'est parfois et c'est souvent déjà clarifier les choses. Dans bien des établissements aussi, et il ne faut pas l'oublier, des élèves de tous les âges demandent et reçoivent le baptême ou préparent un sacrement de l'Église. Ils font alors l'expérience qu'ils deviennent eux-mêmes, et parfois au-delà même de la conscience qu'ils en ont, ils deviennent eux-mêmes témoins de cette joie de croire pour leur Père. Maintenant, nous pouvons retourner au salon et rejoindre Erika pour présenter le troisième axe de notre projet interdiocésain avec Bernard Roux. Alors effectivement, on passe donc à ce troisième axe, on continue donc à découvrir ce projet interdiocésain avec vous, Bernard Roux. Donc ce troisième axe, c'est les éducateurs travaillent sur le climat scolaire pour rester crédibles. Alors pour cette orientation, il convient sans doute de mesurer le sens de chacun des mots qui est utilisé. Il nous faut d'ailleurs admettre que la formulation même de cet axe numéro 3 a fait débat, et que la formule « rester crédible » a interpellé, voire dérangé, pour ne pas dire susciter un peu de colère ici ou là. Les mots donc. D'abord, les éducateurs travaillent sur le climat scolaire. Chaque mot nous rappelle, en tout cas le début de la phrase nous rappelle que les adultes, quel que soit leur statut, doivent s'exposer en tant qu'éducateurs, en tant que personnes responsables, en tant qu'adultes dignes de confiance. Le verbe utilisé ensuite, travail, signifie que nul n'a attendu pour se retrousser les manches et que probablement nul n'a besoin d'un projet diocésain ou interdiocésain pour identifier les enjeux de cette question. Le chantier est déjà ouvert naturellement et des adultes qui travaillent d'ores et déjà, ce chantier ne demande qu'à être amélioré. Le climat scolaire, dont nous redoutons parfois qu'il ne soit en cours de dérèglement, regroupe un ensemble de paramètres, pas tous totalement maîtrisés. Néanmoins, nous constatons, un peu comme des invariants, que la stabilité d'une équipe, l'autorité du chef, la convergence de vues et d'actions, la connivence éducative sont autant d'ingrédients qui peuvent permettre que le climat redevienne tempéré. Pour rester crédible, enfin, et naturellement, nous n'avons voulu blesser personne en utilisant cette formule, mais nous avons souhaité insister sur deux aspects. Le premier aspect, c'est de rappeler notre immense responsabilité d'adultes face à des jeunes que nous pouvons parfois durablement blesser, sans le vouloir, par un geste malheureux, une parole maladroite, un mépris involontaire. Lequel d'entre nous ici présents, ou vous derrière vos écrans, lequel d'entre nous n'a pas en souvenir un adulte qui, dans sa jeune enfance, l'a marqué dans un sens ou dans l'autre? Et probablement des noms ou des visages vous reviennent à l'esprit. C'est dire le pouvoir immense des adultes en situation d'autorité et d'éducation, et c'est donc rappeler notre immense responsabilité à cet égard. Et finalement, le deuxième point, dans la même veine, c'est rappeler l'impératif de délicatesse. La fermeté n'empêche pas la délicatesse, n'empêche pas la diplomatie, n'empêche pas l'empathie. Et tout cela nous conduit à la nécessité de l'exemplarité. Cherchons à être des adultes exemplaires et donc crédibles. Pas d'héroïsme, simplement une humble exemplarité qui nous rend crédibles. C'est vraiment ce que nous souhaitons à promouvoir en ayant retenu cet axe. Alors, ce qui est important aussi, là, c'est qu'il n'y a pas de détail, finalement. Vous soulignez que le moindre geste, la moindre parole, finalement, peut déséquilibrer un climat scolaire. C'est très rapide. Ce qui est installé peut aussi se déséquilibrer très vite.
Oui, c'est très juste. Vous avez tout à fait raison, Erika, d'insister sur ce point. Le climat scolaire est sans doute, dans notre démarche aujourd'hui, ce qui est le plus imperceptible, ce qui est peut-être le plus transversal et le plus difficile à saisir ou à décrire. Comme j'ai essayé de le dire, il y a quelques invariants et il est évident que l'établissement structuré, solide, rassurant, sécurisant offrira probablement un climat scolaire assez serein. Mais à l'intérieur de ce climat scolaire serein, nul n'est à l'abri de maladresse, voire de profondes blessures, de profondes et durables blessures. Et je m'autorise, mais évidemment, je m'inscris absolument dans cette mise en garde. Et en premier lieu, je m'y inscris. Je m'autorise à nous rappeler que nous pouvons être maladroits, parfois sans le vouloir. Il y a évidemment des fois où nous avons cherché à faire mal ou à blesser, mais le plus souvent sans le vouloir, y compris dans un climat scolaire plutôt paisible et serein. Nous pouvons sans le vouloir blesser, être mordant et entamer durablement pour la vie entière la sérénité de tel ou tel enfant. Alors, avec vous, Rachel Weschmann, on va voir que là encore, sur ce troisième axe, il y a bien sûr des exemples, c'est très positif, c'est très encourageant parce qu'il y a des exemples déjà dans les établissements scolaires. Oui, oui, tout à fait, et de belles initiatives, à l'image de cette petite école rurale dans laquelle l'équipe s'est mobilisée autour de la pause méridienne pour que celle-ci devienne un véritable moment de partage, de convivialité et d'apaisement. Désormais, un planning hebdomadaire est mis en place avec des thématiques différentes chaque jour, avec des propositions de jeux collaboratifs. Du coup, les effets s'en ressentent. Non seulement les conflits sont moins nombreux, mais l'ambiance est détendue et les élèves des différentes classes apprennent ainsi à se connaître et les liens se tissent. Autre exemple, un lycée agricole qui, lui, a réfléchi également à l'apaisement des relations et qui propose, du coup, depuis 2 ans, une promenade quotidienne de 15 minutes à la fin de la pause méridienne. Cette balade concerne aussi bien les élèves que les adultes de l'établissement et provoque, là encore, un véritable temps de ressourcement en groupe ou en individuel, auquel désormais chacun est très, très attaché. Enfin, un dernier exemple, un ensemble scolaire de 2000 élèves qui en appelle à la responsabilité de chacun en supprimant la sonnerie. Du coup, l'ambiance est calme, apaisée et les déplacements se déroulent sereinement et les horaires sont vraiment respectés. On peut à nouveau écouter Christophe Rollier pour l'axe 4. Voilà, nous poursuivons effectivement avec l'axe 4. Les partenaires œuvrent à la qualité des relations famille-école pour que se construisent confiance et loyauté. Christophe Rollier, vous nous expliquez ? Oui, je vais tenter de vous expliquer, Erika. Vous allez réussir à nous expliquer. C'est un axe central, à la fois dans la vie de nos établissements et dans ce texte de projet interdiocésain. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants et les parents approchent l'école pour que cette dernière les aide dans leur démarche éducative. Le statut de l'enseignement catholique, promulgué en 2013, le rappelle avec force. La responsabilité éducative revient en premier lieu aux parents, de manière irremplaçable. Ils sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. C'est l'article 4 et 5. Premiers éducateurs, ça ne veut pas dire seuls éducateurs. Unir sans confondre, distinguer sans séparer, je pense que ce principe aussi vaut pour le binôme famille-école. L'école n'est pas une grande famille. Une famille, d'ailleurs, n'est pas une école. Une autre façon de le dire, chacun a sa place. Chacun doit garder sa place. Et chacun a sa place, c'est-à-dire vous êtes attendu à votre place. Parents dans l'école, école dans le processus éducatif familial. L'école catholique, elle, veut honorer la première place des familles. L'enseignement catholique ne croit pas que l'école ait pour mission de protéger l'enfant des déterminismes familiaux, peut-être dans des cas extrêmes, pas de façon générale, ou même de la religion de sa famille. Il n'en reste pas moins que tout éducateur sait que la pluralité des relations est nécessaire en éducation. Rappelons-nous ce proverbe, rappelé par le pape François dans son pacte éducatif global, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Rappelons-nous aussi qu'il est souvent possible de chercher avec les jeunes plus que pour les jeunes. Voilà quelques orientations qu'on peut donner à la lecture de ce quatrième axe.
Mais le titre aussi rappelle que tous les partenaires sont responsables de la qualité des relations entre la famille et l'école. Du côté des établissements, pensons immédiatement aux enseignants, les premiers peut-être, au contact quotidien des familles. Mais pas uniquement, bien sûr, le chef d'établissement, et nous rappelions tout à l'heure que c'est le chef d'établissement qui inscrit l'enfant dans l'école, mais aussi le personnel éducatif et tout le personnel qui gravite dans l'établissement. L'enfant a une telle place dans la famille, de telles attentes reposent de telles attentes, de tels espoirs reposent sur ses épaules, que la pression est forte pour le milieu scolaire. Du côté des familles, les parents de la classe, les parents correspondants, les parents engagés dans l'appel, tous ceux qui participent à l'éducation, ont aussi à voir pour que le climat, on rejoint l'axe précédent, soit d'un climat serein, mais je dirais même un climat évangélique, et c'est ce dont il est question dans le statut de l'enseignement catholique. Parce que n'oublions pas que parfois il y a des blessures, Bernard le rappelait, et que le pardon existe. Alors, avant le pardon, la discussion, la réconciliation, mais cela existe, et cela doit faire partie de la vie de nos établissements. Tous les partenaires pour une relation de confiance et de loyauté, relation de confiance, dans la confiance, il y a la question de foi. Je crois en l'école, moi, parent. Je crois que vous allez m'aider à faire grandir mon enfant. Moi, adulte dans l'établissement, je crois que l'on me fait confiance, a priori. Je crois que nous travaillons ensemble avec les parents au bien commun pour cet enfant. Et pour le faire grandir ensemble. Relation de confiance, donc, et une relation de loyauté, qui rappelle ici la question de réciprocité, d'un engagement bilatéral entre la famille et l'école. Et là, j'insiste un petit peu aussi pour dire que, à l'époque où on parlera d'un contrat de scolarisation, l'appel des parents d'élèves donc, nous invite plutôt à une charte éducative de confiance. Nous approchons plutôt du principe de l'alliance que d'un contrat entre parties. Et souvenons-nous d'un sous-titre, puisque relation famille-école est là, ressouvenons-nous il y a 50 ans, plus de 50 ans, l'appel inventait le riche concept de communauté éducative. Nous croyons que le projet ne se construit pas sans fondation, et nous rappelons ici que les parents sont des inspirateurs, des animateurs et des promoteurs de notre enseignement catholique. Alors Christophe Voilier, du coup, c'est de la complémentarité finalement des uns et des autres, et surtout de la reconnaissance et de la considération finalement du rôle de chacun. Oui, vous avez raison, la complémentarité se retrouve dans ce que je disais, où il y a plusieurs lieux éducatifs qui sont nécessaires pour une pluralité de regards, pour compléter l'éducation d'un côté et l'instruction de l'autre. Donc voilà, et cette pluralité, elle n'est possible qu'à partir du moment où il y a confiance, il y a considération, reconnaissance des uns et des autres, des uns par les autres. Alors, Isabelle Valois, vous allez évidemment nous éclairer, nous mettre en valeur des exemples qui illustrent bien évidemment cet axe 4 et ce qui se vit dans les établissements du Poitou-Charentes. Merci Erika. En effet, aujourd'hui, par exemple, un établissement a développé la journée annuelle de la fraternité au point d'en faire plusieurs dans l'année. Ainsi, chaque vendredi après-midi de chaque fin de période, l'équipe invite les parents. Ces demi-journées fraternelles sont consacrées aux jeux. C'est alors l'occasion pour les membres de la communauté éducative, parents, enseignants, enfants et personnel, de partager un temps de convivialité, de découverte et d'apprentissage autour du jeu avec les élèves. Pour d'autres, c'est la nécessité de travailler l'enjeu de la scolarisation de l'élève qui leur a permis d'ouvrir leur conseil d'établissement. Parents, enseignants et personnels réunis autour d'une table ont pu se saisir de cette question, débattre et élaborer des stratégies pour que des espaces de dialogue positifs voient le jour, permettant à chacun de donner le meilleur au service de la scolarisation des élèves. Maintenant, nous allons pouvoir donner la parole à Bernard Roux pour l'axe 5. Voilà, nous continuons à avancer effectivement dans ce projet interdiocésain. Avec cet axe 5, les enseignants promeuvent des classes inclusives pour que personne ne manque du développement de tous. Là encore, ce sont des mots très forts, Bernard Roux. Oui, je commencerai peut-être par déstabiliser un peu en rappelant que l'enseignement catholique n'a pas à s'enorgueillir d'accueillir en son sein des élèves en situation de handicap. C'est juste naturel et réglementaire. Les dispositifs sont en place, où ils se développent ici ou là, on ne sait pas,
des ULIS-écoles, des ULIS-collèges ou lycées, des UPE2A, des regroupements d'adaptation. Tous ces éléments ne sont que la conséquence de l'évolution du cadre législatif. La loi de 1975, puis celle du 11 février 2005 ont progressivement conduit à faire évoluer nos pratiques et à faire évoluer notre vocabulaire même. Depuis plusieurs dizaines d'années, depuis des classes qui accueillent mais qui laissent à part, des classes de perfectionnement, en passant par les classes qui intègrent, pour arriver aujourd'hui à des dispositifs qui incluent. Vous voyez bien que l'accueil en mettant à part, puis l'intégration et enfin l'inclusion, les mots déjà nous disent quelque chose. Ces dispositions réglementaires, lois, décrets et circulaires font que l'enseignement catholique porte sa part de cet engagement, ni plus ni moins. Aucun mérite spécifique, si ce n'est néanmoins que nous cherchons à le faire de la façon la plus efficiente possible. Mais le faire par obligation réglementaire n'empêche pas de le faire par conviction et par fidélité. Ce sont en effet de profondes et authentiques convictions humanistes qui conduisent nombre de professeurs à déployer des trésors d'inventivité, de créativité, de patience et de confiance. Cette fraternité dans la famille humaine nous pousse à prendre soin de l'autre et c'est son apparente fragilité qui rend ce lien possible. Cependant, ce lien, cette communication par les fêlures, pourrait-on dire, n'a de sens qu'à deux conditions fondamentales. La première de ces conditions, porteuse de sens, lorsque un éducateur, un enseignant porte attention à un enfant en situation de handicap, la première des choses importantes, c'est la réciprocité. Nul n'est trop pauvre pour n'avoir rien à partager, mais nul n'est trop riche pour n'avoir rien à recevoir. Puis la deuxième dimension, c'est la perception, même difficile parfois, de l'inaltérable dignité de tout être. C'est la reconnaissance, pour les chrétiens, de tout être créé à l'image de Dieu. Et c'est ce lien, cette relation qui devient lumineuse, et c'est là où on comprend le sens du titre. Se priver de quelques-uns, c'est comprendre qu'ils nous manqueront pour que l'épanouissement de tous soit possible. C'est Catherine de Sienne qui nous dit que nul n'est aussi éclairé qu'il ne puisse se passer de la lumière des autres. Et j'aime bien citer aussi Jeanne de Lanoux qui nous rappelle, qui nous invite à servir avec tendre charité. Tout cela est beau, mais c'est difficile, ou plus exactement, c'est difficile, mais c'est beau. Et cet accueil de la différence, Bernard Roux aussi, c'est forcément de toute façon une richesse, c'est ce que vous disiez, c'est finalement se priver d'une richesse possible, d'un autre qui nous apportera forcément quelque chose dont on n'a pas forcément conscience au départ, et qu'on découvre si on peut l'accueillir. C'est exactement cela. Je me permets d'insister au risque de reprendre ce que j'ai déjà dit. Il y a évidemment une disposition réglementaire, pas d'héroïsme à accueillir des enfants en situation de handicap, mais vous avez tout à fait raison. Ce qu'il y a de beau, de noble et de stimulant, c'est précisément de prendre conscience progressivement que, bien que plus fragile, parfois aux limites perceptibles ou pas, on peut s'apporter les uns et les autres. Et que cette réciprocité est strictement nécessaire. C'est pas un sens unique, c'est pas le maître qui sait et qui apporte, c'est la qualité de l'échange. Et par conséquent, j'arrête là, c'est promis, par conséquent, si certains ne sont pas là parce que nous avons fait le choix de nous priver d'eux, ils nous manqueront. Éric Beaune, vous allez nous montrer, là encore, nous prouver une fois de plus que des établissements, évidemment, mettent en place, illustrent bien déjà cet axe numéro 5 de ce projet. Et oui, nous le savons, les établissements sont effectivement bien engagés déjà pour faire vivre cette école inclusive. Dans nos 3 diocèses, nous connaissons bien le GTREI, le groupe de travail régional pour l'école inclusive, qui a déjà proposé 2 journées importantes sur ce sujet, mais qui fera aussi d'autres propositions
dans cette année scolaire et dont nous parlerons bientôt. Mais on peut aussi donner bien d'autres exemples. Par exemple, faire en sorte que l'environnement scolaire ne soit pas une contrainte, mais qu'il cherche plutôt à s'adapter aux besoins particuliers des élèves, avec souplesse, avec pertinence aussi. Évoquons par exemple les fameux vélos bureaux, des élèves qui pédalent en même temps qu'ils étudient. À côté des pupitres, ces bureaux vélos ont fait leur entrée dans certaines classes destinées à aider les élèves à se concentrer en se dépensant. L'objectif, réduire la sédentarité tout en facilitant l'apprentissage scolaire. Et pour ceux qui ont un peu de mal, pour ceux qui ont des difficultés à tenir assis sur une chaise toute une journée, c'est un bon moyen de canaliser leur énergie et les enfants se relaient, apprennent à se relayer sur ces bureaux vélos pour que chacun puisse en bénéficier dans la journée. Autre exemple, dans d'autres établissements, l'accueil d'élèves allophones, nombreux en certains territoires de nos diocèses. Utiliser ici quelques moyens du plan national en faveur des réussites pour soigner cet accueil, pour permettre l'inclusion de ces enfants qui parlent une autre langue, qui vivent selon une autre culture. Et par eux, par ces enfants, ce sont souvent des familles entières qui sont mieux accueillies et mieux intégrées dans la société française. Enfin, dans nos diocèses, dans nos 3 diocèses, des dispositifs Ulysse sont bien présents. Évoquons ici l'engagement d'un établissement qui, croyant en la réussite de ses élèves, les conduit à l'obtention d'un diplôme, dont celui de conducteur routier. Voilà bien des exemples, et il y en aurait sans doute bien d'autres sur cette école inclusive, mais nous poursuivons en retrouvant maintenant Christophe Grelier avec Erika toujours, pour présenter maintenant le 6e axe de ce projet. Nous progressons, effectivement, nous avançons dans la découverte et dans le détail de ces 8 axes. Donc l'axe numéro 6, Christophe Grelier, c'est l'ensemble des personnes œuvrent pour faire bon droit à une écologie intégrale au sens de l'encyclique Laudato Si. Alors je ne reprendrai pas l'ensemble des personnes, vous l'avez compris dans les axes précédents. L'écologie intégrale, qu'est-ce donc? Alors, c'est un peu plus que l'écologie dont nous avons pu éventuellement entendre parler depuis bien des années. L'écologie intégrale demande une vision extensive sur cette question, qui s'occupe à la fois de la biodiversité, mais aussi de l'être humain. Elle est éclairée par le sens chrétien de la personne, qui nous indique que l'homme n'est pas une variable d'ajustement dans la création. Il s'agit de regarder tout écosystème et la vie humaine qui s'y déploie, qui se déploie dans un environnement et dans une société. Nous pouvons constater un décalage entre la progression de la culture technoscientifique et la faiblesse, voire la régression de la compréhension et de la prise en compte de la personne humaine et de son développement. Rappelons rapidement que la personne humaine est un être de relation, seul l'autre n'existe, seule la relation à l'autre permet de grandir et de s'épanouir comme humain. Et plus largement, le pape François nous rappelle les 4 relations indissociables qu'il nous faut soigner, la relation à la création, la relation à l'autre, la relation à soi-même et la relation à Dieu. Tout est lié, le pape François nous le rappelle dans le pacte éducatif global auquel il nous invite à nous engager lorsqu'il évoque la situation sanitaire planétaire que nous vivons. La crise que nous traversons, c'est une crise globale qui ne peut se réduire ou se limiter à un seul domaine ou secteur, elle est globale. Tout est lié. C'est de cette écologie qu'il est traité dans cet axe. Nous sommes invités à changer de paradigme, de logiciel, de mode de vie. Nous devons participer, dans nos établissements, à la redécouverte de notions que nous croyions oubliées dans un monde consumériste. La frugalité, la sobriété, la contemplation, l'émerveillement, la louange. Les programmes de l'éducation nationale prennent en compte depuis longtemps le sujet de l'environnement et du développement durable. Mais hâtons-nous dans nos établissements pour aller encore plus loin, afin de redécouvrir dans le grand livre de la création celui qui en est son auteur. Les cours à l'extérieur se développent aussi, la classe dehors, l'enseignement in situ des beautés biologiques et géologiques simples. Quelle chance, car nous rappelle le pape François, la nature est pleine de mots d'amour. Donc,
Christophe Grelier, c'est une invitation à retrouver un certain équilibre, à découvrir un certain équilibre, et puis un équilibre qui s'ajuste finalement de manière permanente aussi. Oui, vous avez compris dans nos axes la question de la fraternité, la question de l'écologie. Nous revenons à des thèmes qui sont chers à l'Église de notre temps et qui nous rappellent que l'homme n'a pas à détruire son environnement, mais à vivre dans son environnement et à respecter les plus pauvres qui seront abîmés dans cet environnement si ceux qui ont un peu de pouvoir encore ne font pas attention. Donc nous avons un chemin continuel à faire sur ce plan. Et c'est dans nos écoles, et le pape nous le rappelle aussi, dans nos écoles que nous pouvons insuffler cela. L'éducation est un élément, un levier formidable pour ce travail-là. Isabelle Valois, du coup, vous allez nous éclairer maintenant, effectivement, en lien avec cet axe 6 et cette approche équilibrée, souhaitée, voulue par le pape aussi, qui se vit dans les établissements scolaires du territoire. En effet, alors plusieurs exemples. Nombreux sont les établissements à mettre en œuvre l'éco-responsabilité. Ils ont été ainsi labellisés éco-école et en s'appuyant sur les idées des élèves, la volonté et l'expérience des enseignants, les élèves vont lutter contre le gaspillage alimentaire dans le restaurant scolaire, recyclent les déchets, élèvent des poules et cultivent un potager. Mais de plus en plus, les enseignants ont aussi l'audace de sortir de l'école et ils font la classe dehors. Les élèves font attention à ce qui les entoure et en prennent soin. L'école devient aussi un modèle de gestion éco-responsable grâce aux positions prises par l'OGEC, organisme de gestion. Hors de l'école, les élèves ambassadeurs éco-responsables portent haut les couleurs de leur engagement. Ailleurs, des écoles, des collèges et des lycées participent à des projets Erasmus+, et permettent au plus grand nombre de rencontrer leurs homologues étrangers autour d'un projet commun qui aura été travaillé à distance. Nous avons aussi l'exemple d'établissements qui mettent tout en œuvre pour que les élèves en lycée professionnel puissent aller en stage dans un État de l'Union européenne et que cette formation soit reconnue dans leur cursus. Et encore de nombreux autres exemples qu'on ne va pas citer ce soir. Maintenant, je laisse la parole à Bernard Roux pour l'axe 7. Alors, dans ce projet interdiocésain, effectivement, nous arrivons quand même sur la fin de ces axes, de la présentation de ces axes. L'axe 7, pour une réelle audace pédagogique, l'école se donne des moyens pour faire ce qu'elle dit et dire ce qu'elle fait, Bernard. Alors, pourquoi parle-t-on dans cet axe d'audace pédagogique? Encore une fois, tentons une brève explication de texte en nous arrêtons sur les mots. La pédagogie d'abord. Il n'est pas inutile de rappeler que l'école catholique est d'abord une école. Et qu'en son sein, chacun doit pouvoir entendre, apprendre, comprendre. Et l'art du pédagogue, c'est bien de mettre en place des conditions et des stratégies propices à l'apprentissage, des conditions et des stratégies propices ou qui permettent, aux élèves de construire de nouveaux savoirs. Nous parlons aussi d'audace. C'est là l'occasion d'évoquer avec un certain enthousiasme l'espace de liberté que nous octroie la nature du contrat qui nous lie avec l'État. Cet espace de liberté qui est trop souvent sous-occupé, sous-utilisé, parfois par méconnaissance, parfois par crainte. Soyons audacieux et ambitieux. Ambitieux au sens de « j'ai de l'ambition pour toi ». Nous allons essayer d'aller le plus loin possible ensemble. Ambitieux et modeste à la fois. Modeste parce que c'est l'enfant, le jeune qui construit son savoir. Nous, les enseignants, les éducateurs, nous ne sommes que des passeurs. Des passeurs qui devront faire alliance avec l'élève et sa famille, et c'est en écho avec ce que Christophe nous a dit tout à l'heure. D'où la dernière partie du titre, tenir nos engagements, et donc s'engager seulement sur ce que nous pourrons tenir. Et sur ces engagements tenus, le dire, le partager, être transparent. Nous pensons que la proposition éducative et pédagogique est d'autant mieux comprise et promue par les familles que nous serons clairs dans nos intentions. Et puis, pour reprendre quelques mots de mon introduction, pour finir, dire ce que nous faisons, c'est poser des mots et nommer, décrire. Ce sont des moyens pour structurer notre pensée et mettre du sens dans notre action.
Donc c'est ça, il faut absolument affirmer aussi cette audace, mais vous le dites, affirmer et l'expliquer finalement pour que chacun puisse la saisir, la comprendre et puis rentrer aussi dans cette dynamique finalement d'audace. Oui, on pourrait dire que cet axe numéro 7 fait un écho à celui déployé par Christophe tout à l'heure au niveau de la qualité relationnelle entre l'institution scolaire et les familles. Nous nous apercevons qu'assez souvent, ce qui fait difficulté, c'est la peur, l'incompréhension, le doute ou la suspicion. Et par conséquent, y compris dans l'acte éducatif, dans l'acte pédagogique, ce qui importe, c'est non pas de se justifier, l'enseignant fait son travail et il a été formé pour cela, il n'a pas besoin de se justifier, il n'a pas à se justifier. En revanche, il y a un certain nombre de tensions qui naissent parce qu'on se comprend mal, parce qu'on a mal perçu les enjeux ou les intentions. Je crois que la question de la transparence, de la clarté, y compris dans l'audace, permettront d'aplanir les difficultés et les tensions. Alors nous allons voir maintenant avec vous, Isabelle Valois, effectivement, encore une fois, cette traduction en acte directement dans les établissements, la traduction de cet axe numéro 7. En effet, Erika, nous voyons par exemple un lycée agricole qui s'ouvre à la vente de produits locaux et qui devient un acteur apprécié de l'animation du territoire. Nous voyons une équipe qui décide un après-midi par semaine d'ouvrir toutes les classes de la grande section au CM2 et de mixer tous les âges pour travailler en atelier pour le plus grand bonheur de tous. 2 enseignants qui ont décidé de travailler ensemble avec leurs élèves dans la même salle et qui les répartissent en îlots toute la semaine. Un collège où chacun a son jumeau numérique. Nous voyons aussi des classes, des petits jusqu'aux lycéens, qui s'occupent de matériel particulier pour permettre la flexibilité. Chaque élève peut ainsi travailler de la manière qui lui convient, qui certes n'est pas conventionnelle, mais permet l'apprentissage. Vélo, pouf ergonomique, table et chaise sur roulette, etc. Des écoles qui réfléchissent à une construction immobilière au seul service du projet pédagogique. Maintenant, nous pouvons passer aussi à l'axe 8 avec Christophe Grelier. Voilà, nous arrivons au dernier axe donc, de ce projet interdiocésain. Alors, on va le voir évidemment, Christophe Grelier, c'est un axe qui permet de se projeter. Les instances conduisent un profond travail d'introspection pour réfléchir au visage de l'enseignement catholique pour les temps qui viennent. Vous l'avez dit, Erika, ce dernier axe permet, tout en regardant ce que nous sommes aujourd'hui, dans nos implantations géographiques, dans nos propositions éducatives, dans nos forces, dans nos faiblesses, eh bien, ça nous permet de nous projeter vers l'avenir. Les instances conduisent un profond travail d'introspection. Les instances, de quoi parle-t-on ici? La démarche de projet interdiocésain, initiée par les directions diocésaines de Poitou-Charentes, à la demande de leurs évêques, rencontre la démarche nationale commencée depuis 2018 à l'initiative du secrétariat général de l'enseignement catholique et de la conférence des évêques de France. Du coup, en Poitou-Charentes, nous avons initié cette analyse par une étude démographique et économique de nos territoires grâce aux outils GeoFocus. Ces outils ont vocation à éclairer les établissements dans leur démarche locale, mais peuvent aussi éclairer des réflexions de réseau d'établissements. Et concomitamment, comme exposé précédemment, nos 3 évêques nous ont demandé de rédiger un projet interdiocésain pour 2020. Au niveau national, le secrétariat général de l'enseignement catholique cherchait à promouvoir le développement de l'enseignement catholique pour répondre aux besoins éducatifs de notre temps, dans le cadre d'un juste maillage territorial, en favorisant des pratiques de mixité scolaire et sociale, et en développant une créativité, une sobriété dans la consommation des moyens. Ce travail donc d'analyse, les instances à la fois locales, diocésaines ou interdiocésaines, régionales, nationales, le mènent. Et sur de nombreux champs d'études à explorer. Quels sont les défis éducatifs de notre temps et comment nous organiser pour y répondre? Voilà le principe de ce travail de prospective. Comme quoi, finalement, un projet interdiocésain, évidemment, n'a pas de fin en soi. C'est bien ça, finalement, quand même, Christophe Grelier. Oui, alors ce sera peut-être dit, mais ce soir, c'est la promulgation, c'est-à-dire la diffusion de ce projet. Il y a eu un avant avec le travail que nous rappelait Eric, il y aura un après avec
que je vous présenterai tout à l'heure dans ce que nous avons à mettre en œuvre, et il y a plein de champs à travailler. Nous avons évoqué les questions éducatives, mais qu'en est-il de nos partenariats avec l'extérieur, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les lieux d'éducation avant l'âge scolaire, après l'âge lycéen, par exemple, là, comment on se situe là-dedans? Et le monde de l'entreprise, a-t-il des choses à nous dire sur les attentes qu'il a pour nos élèves, les jeunes que nous formons? Nous le savons déjà un petit peu, avec l'utilisation du salon Excellence Pro, enfin la vie du salon Excellence Pro, qui nous a mis en lien réellement avec les entreprises. Je ne passe pas sous silence, mais je n'aurai pas le temps de développer la question financière, qui est un champ aussi à balayer, qui nous pose, à balayer, plutôt à étudier, parce qu'il nous pose évidemment question des moyens. La question du sens doit guider notre projet, et la question, après de la mise en œuvre, doit se mettre en place grâce à la prospective. Alors Éric Beaune, vous avez là aussi quelques exemples quand même par rapport, en lien directement avec ce 8e axe. Oui, ce 8e axe qui nous ouvre donc l'avenir immédiat, mais que nous avons déjà mis en œuvre dans les établissements et dans une démarche interdiocésaine. Cette démarche nationale sur la prospective auquel Christophe Grelier faisait allusion à l'instant a déjà été relayée en territoire Poitou-Charentes lors d'une journée d'études notamment à La Rochelle, qui a permis de découvrir l'outil Géofocus dont nous parlions à l'instant. Et depuis, cet outil s'est développé. Il peut être maintenant utilisé dans chaque établissement pour mieux connaître le bassin de recrutement, par exemple, la situation démographique ou encore la situation de l'emploi, et il développe bien d'autres indicateurs. Un outil ne fait pas tout, bien sûr, mais il permet de connaître les lignes de force, d'anticiper les difficultés et de regarder avec réalisme une situation pour mieux préparer l'avenir. Selon la même logique, l'Intercodiec a élaboré un document de travail à destination des établissements ou des réseaux d'établissements qui permettra de conduire ce travail d'analyse et d'anticipation. Ainsi, tous ensemble, et chacun pour notre part, nous pourrons essayer d'inventer, de penser ce visage de l'enseignement catholique en Poitou, en Charente, dans les prochaines années. Voilà. Chers amis, mesdames et messieurs, nous en avons terminé avec la présentation de ces 8 axes de notre projet diocésain, mais nous n'avons pas terminé notre soirée puisque maintenant, nous allons laisser la parole et nous allons accueillir François Mogg qui va jeter un regard général sur ce projet et nous inviter à y réfléchir en allant peut-être un peu plus loin. François Mogg. Bonsoir. Bonsoir à vous, François Mogg. Alors, merci d'être ici, effectivement. Donc, on va quand même vous présenter très rapidement. Théologien, directeur du cycle des études du doctorat de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris, membre, entre autres, du comité de rédaction des statuts d'enseignement catholique français, et puis auteur de 2 livres, À quoi sert l'école catholique, chez Berger en 2012, et cette année, Éducation intégrale, les ressources éducatives du christianisme, qui est paru chez Salvator. Alors, effectivement, vous êtes invité à apporter un peu votre regard extérieur, et puis en même temps intéressé, forcément, par ce projet interdiocésain, donc pour l'enseignement catholique Poitou-Charentes. Écrire un projet, se donner un projet, c'est avant tout se réinterroger forcément, et est-ce que c'est se permettre d'aller forcément plus loin aussi, de chercher à avoir des repères communs pour toujours approfondir, c'est-à-dire ça engage aussi un projet forcément, ça donne des repères, ça donne un élan, et ça oblige quelque part. Alors, à minima, un projet, c'est un instrument qui sert à faire bouger un groupe. Donc c'est un élan. Dans le pire des cas, c'est un projet qui se présente sous la forme d'une injonction qui descend d'en haut pour faire bouger un groupe dont on pense qu'il est un peu apathique. Et donc, c'est une violence qui est faite sur le groupe. Alors ici, quand on lit le projet interdiocésain, ce n'est pas du tout le sentiment qu'on a. On a le sentiment qu'il y a un corps qui est en train de prendre la mesure du chemin qu'il est en train de parcourir. L'impression qui se dégage à la lecture de ce projet, c'est que l'ensemble des acteurs se regardent pour vérifier qu'ils sont bien d'accord sur d'où ils viennent,
où ils vont et donc où ils se trouvent aujourd'hui. Voilà. Et ça donne un vrai intérêt au projet que j'ai eu la chance de pouvoir lire. C'est rassurant en quelque sorte que ce soit ce contexte-là finalement, en tout cas que vous ayez cette lecture-là, ce regard-là sur ce projet interdiocésain. C'est rassurant, oui. En tout cas, c'est intéressant, c'est dynamisant, c'est nécessaire parce que on vit une époque qui est complexe, qui est marquée, ça a été dit encore tout à l'heure, par de nombreuses crises globales, une crise sanitaire, voilà, on le manifeste physiquement, une crise sociale, une crise économique, une crise écologique, une crise anthropologique, enfin, on pourrait multiplier les exemples de crise, et que ce projet soit capable de formuler un état des lieux et puis une volonté commune à partir d'un vocabulaire qui n'a rien à voir avec la crise. C'est ça surtout qui est rassurant. Le vocabulaire qu'on lit, c'est un vocabulaire de fraternité, le mot, n'arrêtez pas de revenir tout à l'heure parce qu'il est dans le texte, d'hospitalité, et finalement un texte qui s'intéresse à la qualité des relations qu'il y a entre les personnes. Voilà. Et je crois que effectivement, ce dont il s'agit alors, c'est d'un remède à la crise. Alors en même temps, François Moog, là, quand vous parlez de cette fraternité, cette hospitalité, ce sont des valeurs qui paraissent essentielles, fondamentales, de base, essentielles pour les chrétiens et pour, du coup, l'enseignement catholique. Ça paraît aller de soi quelque part. Mais alors, je vous trouve très optimiste. C'est-à-dire que, il faut l'être. Quand on lit, par exemple, oui, l'axe 3, après le titre, voilà, ça commence par « Des adultes éducateurs s'exposent ». C'est-à-dire que ça n'a rien d'évident que dans la relation éducative, l'éducateur soit quelqu'un qui s'expose. Ou à l'axe 4, on va lire qu'il faut prendre en compte l'inquiétude ressentie par les parents. Mais s'intéresser à l'inquiétude qui est ressentie par les parents, ça ne va pas de soi. Vous voyez, il y a une densité humaine là qui se présente et qui semble dire voilà, l'autre m'importe. Voilà. C'est-à-dire que l'autre m'importe. La logique, c'est pas une logique technocratique, donc on a une mission, quel moyen, quel objectif, en telle année on aura fait quoi, comment, on aura redressé les comptes ou pas. Bon. Non, c'est une logique vraiment humaine. Un texte qui dit voilà, nous sommes des êtres humains, hommes et femmes, avec nos faiblesses, nos grandeurs, nos petitesses, nos limites, mais nous nous découvrons responsables de la plus grande des œuvres, c'est l'éducation. Donc ça ne va pas de soi, mais une fois qu'on entre dans la logique, ça ne manque pas de souffle quand même. Et ça, c'est intéressant. Alors, l'autre m'importe, effectivement, François Moog. En même temps, effectivement, ce sont les enfants, les jeunes qui sont au centre, bien sûr, de ce projet éducatif aussi pour l'enseignement catholique Poitou-Charentes, puisque c'est bien ces enfants, ces jeunes qu'elle accompagne au quotidien. Mais c'est bien aussi, vous parlez de cette qualité de la relation et que chaque personne de la communauté éducative est fondamentale pour faire en sorte que pour ces enfants, pour ces jeunes, ils puissent avancer, ils puissent cheminer, ils puissent grandir, ils puissent se construire. Et c'est aussi cette qualité de relation, même en dehors des enfants et des jeunes, qui fera que ces enfants et ces jeunes pourront avancer comme il le faut, en tout cas tel que c'est le mieux pour eux, et tel qu'ils auraient envie d'avancer. Alors ce que vous dites est vrai, mais on peut être plus audacieux encore. C'est-à-dire que quand on met au centre l'idée qu'il y a une qualité de relation qui est éducative, alors il n'y a pas que les jeunes qui vont être éduqués. Enfin, dans le sens où il n'y a pas que les jeunes qui vont être appelés à grandir. Il n'y a pas que les jeunes qui vont être appelés à se réaliser et à s'accomplir. C'est-à-dire que le projet, s'il met au centre la relation, c'est-à-dire qu'il donne envie à chacun de s'engager et par cet engagement de grandir, d'avancer. Et c'est ça qui est intéressant. Et je reprends l'idée de l'axe 4, voilà, prendre en compte l'inquiétude des parents. C'est pas juste pour les rassurer, enfin c'est pour engager avec eux une relation, voilà,
qui est elle-même une relation éducative et qui va les faire grandir, pas pour annuler leurs inquiétudes ou leur faire comprendre que leurs angoisses sont un peu surdéterminées, non, mais pour leur dire qu'il y a dans tout cela un chemin de croissance pour vous aussi, pour vous, pour vos enfants, pour leurs enseignants, pour les éducateurs, pour les établissements, pour l'évêque, voilà. Chacun engagé dans ce processus peut trouver dans cet environnement relationnel une occasion de reconnaissance de qui il est et donc de croissance pour ce qu'il est appelé à devenir. Donc pour vous, véritablement, cette qualité de la relation à l'autre, dans l'écoute de l'autre, dans la prise en compte de l'autre, c'est l'une des forces de ce projet interdiocésain. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres dimensions qui ressortent fortement, pardon, je vais y arriver, et qui donnent aussi peut-être un sens particulier, on va dire, à ce projet, en quoi il engage fortement finalement tous les acteurs, on va dire, de cet enseignement catholique? Vraiment, pour moi, la notion de relation, de climat scolaire, elle est centrale. On l'a encore entendu dans la présentation qui a été faite des axes et dans la présentation qu'on a fait des directeurs diocésains et dans les exemples qui ont été donnés de réalisation. C'est ça qui est vraiment central, qui est en jeu. Et tout s'organise finalement autour de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une... Moi, j'ai l'impression, en tant que théologien, d'y lire un projet authentiquement chrétien. C'est-à-dire que, bon, alors le vocabulaire est un peu connoté, mais bon, il demanderait à être décodé pour être affirmé comme étant chrétien. Voilà. En revanche, voilà, l'ensemble des harmoniques, elles, qui sont chrétiennes, on les entend bien, et je crois que ça dit aussi qu'il y a des ressources. Voilà, ça désigne des ressources, précisément dans le contexte de crise qu'on a évoqué. C'est-à-dire que la réponse aux crises, c'est ensemble. Voilà. C'est mobiliser les ressources dont nous avons et mobiliser aussi les ressources d'une tradition, qui sont la tradition chrétienne, qui n'a pas vocation ni à protéger des crises, ni à nous élever au-dessus d'elles, voilà, mais à faire de nous des inventeurs de sortie de crise. Et ça, c'est l'ensemble de l'histoire de l'Église nous montre. Enfin, il y avait un texte magnifique de Benoît XVI en 2008, là, quand il s'était adressé au monde de la culture, et puis plus largement, cette tradition qui veut qu'en cherchant Dieu, on ouvre des voies qui permettent à chacun des hommes de se sentir reconnu. Puisqu'il faut illustrer les choses peut-être un peu rapidement, ce n'est pas un hasard si les écoles modernes sont nées dans un environnement chrétien. Ce n'est pas un hasard si les hôpitaux sont nés dans un environnement chrétien. Ce n'est pas un hasard si la sécurité sociale est née dans des sociétés chrétiennes. Voilà. Il y a quelque chose dans la foi qui aide à la transformation des sociétés et en favorisant une forme de communion, dirait le chrétien, mais de capacité à être ensemble dans le monde qui donne accès à une nouveauté permanente qui est un remède à la crise. Merci beaucoup à vous, François Moll, d'être venu éclairer, partager votre regard donc, sur ce projet interdiocésain. Et tout de suite, nous allons donc retrouver les trois évêques de Poitou-Charentes.
Merci donc à Monseigneur Winser, archevêque de Poitiers, Monseigneur Collomb, évêque de La Rochelle-et-Saint, et Monseigneur Gosselin, évêque d'Angoulême, d'être avec nous à l'occasion de cette promulgation de ce projet interdiocésain. Alors évidemment, c'est important, intéressant de vous entendre, d'avoir votre regard, puisque c'était aussi une attente, une demande de votre part finalement par rapport à ce projet. Puis il faut rappeler que l'évêque est le premier responsable de l'enseignement catholique dans son diocèse. Alors peut-être d'abord avec vous, Monseigneur Winser, par rapport à ce projet, par rapport aux différents axes, par rapport à toutes les explications, puis les exemples finalement qui ont déjà été donnés de ce qui se vit dans ces établissements sur l'ensemble du territoire. Quelle est votre réaction là? Qu'est-ce que vous avez envie de partager finalement par rapport à ce projet? Le fait simplement qu'il existe un projet, et donc on se donne aussi un objectif, alors que trop souvent on peut être bloqué par tout ce qui peut contraindre la vie, et que l'on vit au jour le jour. L'enseignement catholique, comme il le fait déjà dans le passé, mais le fait aujourd'hui ici, se donne un projet à un horizon d'une dizaine d'années. Autrement dit, se projette par rapport à un avenir. N'oublions pas ce qu'il est, et ce projet, il vient de la réalité actuelle de l'enseignement catholique, mais il donne des moyens, des réflexions, des outils pour écrire ce que sera cet enseignement catholique demain et après-demain. Et cela se fait certes dans un projet qui a un certain nombre de choses, ce sont ces axes qui l'expriment, mais à côté du texte, il y a aussi des blancs, et il y a des marges, il y a tout cet espace qui n'est pas écrit et que ce projet veut stimuler de la part de tous les acteurs de l'enseignement catholique. Et plus qu'un projet qui dirait à l'avance ce qui doit être fait, il y a certes des orientations, mais qui appellent à ce que chacun puisse écrire avec sa vie, avec ses engagements, ce que sera l'enseignement catholique dans nos 3 diocèses dans les années qui viennent. Alors, Monseigneur Collomb, une réaction aussi par rapport à ce projet, ce qu'il est, ce qu'il dit, et puis ce vers quoi il est tend à amener finalement. Ce qui me frappe dans ce projet, si vous voulez, c'est l'audace dont il fait preuve en matière éducative, pédagogique, en matière sociale, l'inclusion des enfants les moins gâtés par la société ou par la naissance, ce souci-là qui va dans l'objectif de fraternité. Et lorsque on observe la société française aujourd'hui, on voit la violence qui peut se manifester ici ou là, on mesure combien ce projet-là, qui part de l'enfant pour aller vers un adulte, pour former un homme, et dans la tradition de l'Église catholique, comme ça a été rappelé il y a quelques minutes, l'Évangile est un ferment. Et dans l'histoire de notre pays, nous avons des hôtels-lieux, M. Mogg l'a rappelé, nous avons des écoles catholiques, nous avons tant de choses, les mutuelles, qui sont le fruit de l'Évangile. Eh bien, ce ferment de l'Évangile, il est, me semble-t-il, bien visible dans ces 8 axes que nous venons de présenter, qui ont été présentés, et qui vont permettre, me semble-t-il, dans les années qui viennent, à l'école catholique de relever le défi de sa mission, qui est de faire des hommes debout. Monseigneur Gosselin, c'est votre tour aussi de pouvoir réagir, de pouvoir partager ce que vous inspire, la façon dont vous recevez, on va dire, ce projet interdiocésain. Eh bien, il me réjouit, et puis j'ai d'abord envie de remercier tous ceux qui y ont travaillé, et je sais que c'est le travail en cours, donc c'est quand même important de savoir où nous allons. On dit qu'il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont, et là, tous les vents sont favorables pour ceux qui savent où ils vont, et d'exprimer ainsi ce qui nous tient à cœur. Un feu, c'est un peu la quille, pour prendre l'image du Vendée Globe, on peut être dans la tempête, mais si la quille est bien solide, on fend un peu les tempêtes pour être sûr. Et je pense que c'est rappeler l'essentiel. Et je crois qu'il y a un mot important qui revient, c'est celui de lien, c'est-à-dire du lien entre les personnes, du lien aussi à l'intérieur même de cette croissance, parce que l'homme est un mystère, mais sa croissance est vraiment un défi. Et que le lien à l'intérieur même, développer la dimension physique, psychologique et également spirituelle, ce lien avec l'éternel, ce lien avec cette vie intérieure, me paraît fondamental. Et on le sent bien dans l'expression de ce projet. Et je crois que c'est vraiment dans le sens de la croissance. Alors c'est un défi, certes, parce que oui, l'homme est un mystère et on se dit c'est un beau métier que celui d'éducateur, mais difficile. Et on voit bien combien il y a cette complémentarité nécessaire entre, j'allais dire, des experts et des spécialités pour permettre qu'il y ait du lien dans ce lieu et que le lieu
de l'enseignement catholique, ces écoles favorisent effectivement l'expression et le développement des liens entre les personnes, entre les acteurs, avec les enfants, avec une société, et également aussi avec voilà, la dimension qui transcendante. L'homme est créé à l'image de Dieu et doit se découvrir lui-même, et il faut que nous nous aidions les uns les autres à grandir. Monseigneur Winzer, vous disiez tout à l'heure, c'est important qu'il y ait un projet, c'est déjà effectivement structurant forcément, alors c'est un projet interdiocésain, ça a du sens aussi que ce soit un projet interdiocésain, justement les 3 diocèses ensemble avec l'ensemble des communautés éducatives. On vit dans une société qui est faite de coopération. Elles sont multiples. C'est le cas de chaque établissement scolaire où coopèrent des enseignants, du personnel, la vie associative, les familles bien entendu. Et ces lieux de coopération, ils existent dans tous les domaines de la société, aussi dans l'Église catholique. Les diocèses ne sont pas des en-soi fermés sur eux-mêmes qui ne connaîtraient pas leurs voisins. Là, nous sommes là tous les 3 et nous avons l'habitude de nous rencontrer aussi avec nos confrères de Limoges et de Tulle, puisque c'est la même province ecclésiastique, puis aussi d'autres évêques. Et pour un certain nombre de choses, nous avons des collaborations pour mener à bien des projets, pour être aussi des acteurs de la vie de l'Église et aussi que l'enseignement catholique ici puisse se côtoyer. Je pense que c'est aussi une manière d'aider des plus jeunes à comprendre qu'on ne construit pas sa vie seul. L'école, c'est aussi ce qui permet d'apprendre à faire société. On sort du cocon familial, qui certes est aussi un lieu d'ouverture, parce que lorsque naît le petit frère ou la petite sœur, on apprend qu'on n'est pas le petit roi ou la petite reine. Mais l'école le permet encore davantage, et heureuse cette école, qui permet de découvrir que je ne peux vivre qu'avec la limite qu'est l'autre, et cet autre qui me rappelle que je ne suis pas tout à moi tout seul. Et il faut bien, et cette école est ce lieu heureux de cela, au-delà de la famille. Et cela est vrai aussi donc de nos diocèses, de l'Église, où nous sommes certes ouverts au monde, mais cette ouverture au monde qui nous permet d'être nous-mêmes. L'ouverture au monde n'est pas une sorte de dilution dans un grand tout, elle nous permet d'être nous-mêmes comme êtres de relations dans la famille, dans l'école, dans la société, et pour nous aussi dans l'Église. Alors pour prolonger peut-être ce qui vient d'être dit par Monseigneur Winzer, Monseigneur Collomb, effectivement, ces établissements scolaires sur l'ensemble du territoire, dans des grandes villes comme dans des petites communes, c'est aussi ce lien, c'est aussi cette présence forte de l'Église dans la société, ce lien, cette ouverture sur le monde, et ça évidemment avec un projet aussi qui se définit, qui s'affirme à travers ces 8 axes, c'est fondamental, c'est essentiel. Oui, vous avez raison de le souligner, c'est une école catholique est une forme, l'une des formes de présence, des façons dont l'Église est présente dans la société civile. Parce que l'école catholique a des liens avec, d'abord avec parfois l'enseignement public, puisqu'il y a un rectorat, quand même, avec lesquels les chefs d'établissement sont en lien, a des liens avec les élus, a des liens avec les paroisses, mais les associations, toutes sortes de corps, toutes sortes de, je dirais, qui fait la vie sociale, la vie d'une cité. Hein, et par conséquent, c'est un atout précieux. Et pour nous-mêmes, pour les pasteurs, par exemple, on sait que c'est un lieu privilégié. Hein, nous entrons à l'école catholique parce que nous sommes chez nous. Hein, nous sommes chez nous et nous sommes heureux de rencontrer à la fois des jeunes qui viennent de familles chrétiennes, qui ont reçu l'Évangile, mais aussi des jeunes qui n'ont pas reçu, en tout cas pas encore reçu, hein, et qui sont accueillis dans le respect de leur conscience, évidemment, hein, mais avec ce souci de témoigner, de la part de la plupart des maîtres, hein, de témoigner de leur foi. Hein, parce que ce trésor de l'Évangile que nous avons, souhaitons le partager, mais d'une manière, je dirais, évangélique. Comme le dit Saint-Père, l'Église grandit par attraction et non pas par prosélytisme. C'est ainsi que tous ces axes qui ont été développés le montrent bien. Hein, le respect de la personne et le souci de la personne et le souci de sa croissance. Monseigneur Gosselin, c'est vraiment ça, effectivement, à travers ce projet interdiocésain, à travers la vie des établissements scolaires, on va dire au quotidien, cet accompagnement, cet ajustement finalement, et cet avec, hein, puisque c'est bien ça, c'est pas imposé à, c'est avec l'enfant, avec le jeune, et justement, et cet accompagnement et ce projet interdiocésain le prouve toujours plus, c'est ça, en tout cas, cette recherche vers cet accompagnement ajusté en permanence. C'est vraiment une recherche. Vous avez ici les 3 évêques, ça veut dire 3 diocèses, ça veut dire aussi beaucoup d'établissements aussi scolaires. Il y a à la fois cette idée d'ambition, je crois, dans ce projet,
il faut être ambitieux, ça fait partie de l'évangile, que justement désirer grandir. Et puis en même temps, il y a cette forme d'humilité en disant, mais en fait, on ne sait pas. C'est pour cela que on sait bien que tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, donc on a besoin les uns des autres. Il y a en particulier, je crois, il me semble, dans la collaboration que nous vivons ensemble, de pouvoir compter les uns sur les autres, d'avoir, c'était un axe aussi, de pouvoir choisir d'avoir plus de chargés de mission pour avoir des gens plus impliqués dans tel et tel domaine de l'éducation afin de favoriser cette croissance et d'aider à créer ce climat. Un climat, c'est un mot qui est revenu aussi, pas simplement pour la défense de la planète, quoique également, mais aussi ce climat qui favorise la dimension de fraternité et qui favorise la croissance. Comme une plante verte a besoin d'un certain nombre d'éléments, et je pense que l'éducation, l'enseignement catholique doit favoriser ce climat en se disant c'est ensemble. Je crois que la personne qui aide à manger les petits-enfants dans les maternelles est aussi importante que qui va instruire. On voit bien qu'il y a cette collaboration avec des compétences différentes. Également, l'APS ou le prêtre qui passera amènera quelque chose. Et c'est cette idée de écologie, je veux dire humaine intégrale. C'est-à-dire écologie humaine intégrale, la croissance complète de l'homme dans toutes ses dimensions. C'est à cela que je crois qu'on peut servir à la fois les familles, mais également la société, parce que ce qui manque le plus cruellement, c'est du lien. Ce qui est le plus grave, c'est le séparatisme. Or, je crois que la mission de l'enseignement catholique, c'est justement de favoriser le lien et de lutter contre des îlots qui renferment. Alors, je crois qu'il est temps maintenant de passer à la signature très officielle donc, de ce projet interdiocésain. Vous allez donc rejoindre maintenant Christophe Grelier pour cette signature. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci, cher Père. Un exemplaire de notre projet que nous vous invitons à signer, et ça manifestera ainsi le lancement officiel de ce document. Alors je crois qu'il faut aussi montrer que nous avons bien signé et que les choses sont en bonne et due forme. Merci. Et c'est Bernard Roux qui va nous présenter le document signé sous deux formes. Voilà, quelques mots qui nous rappellent que nous sommes bien en direct, puisque cette présentation de la forme devait se faire en introduction, et puis emportés que nous fûmes par la présentation des axes. Voilà, un petit mot simplement sur la forme que prend ce document. Il est présenté sous deux formes différentes. D'abord, un dépliant comportant 3 volets, et puis un livret reprenant exactement le même contenu, mais de façon beaucoup plus développée. Donc là où dans le dépliant, nous nous sommes contentés de donner des références bibliographiques, issues de la Bible, des textes du pape, de documents du secrétariat général, d'autres ouvrages, voire de liens vers des sites internet. Dans le livret, ces références sont détaillées, proposées dans leur intégralité ou présentant de larges extraits. Donc cette double formule, dépliant, livret, nous semble adaptée en fonction de l'utilisation que vous souhaiterez en faire. Le dépliant a été édité à 10 000 exemplaires. Il sera distribué dans vos établissements et un exemplaire pourra être remis à chacun de vos membres des communautés éducatives. Chaque membre de votre communauté sera destinataire d'un exemplaire du dépliant, nous l'avons prévu. Le livret, en revanche, a été édité à 1000 exemplaires et il pourra être remis à ceux d'entre vous qui souhaiteront approfondir les axes proposés. Le tout sera livré dans votre établissement par le chargé de mission du secteur qui, de cette façon-là, se transformera en facteur du jour. Et si la technique nous a suivis, un enregistrement de la soirée sera également disponible. En outre, la version numérique du livret
et du dépliant vous sera transmis dans la semaine qui vient. Voilà. Et puis sinon, sur la forme générale du document, les 8 axes abordés, il y a une introduction qui expose les motifs de ce travail, qui fixe le cadre dans lequel il doit se déployer, les 8 axes qui sont développés, un paragraphe qui propose quelques pistes pour une réception utile et féconde du projet interdiocésain, et ça va être l'objet de la dernière prise de parole de Christophe dans un instant, et puis ensuite, les documents se terminent par un mot d'envoi rédigé par nos évêques qui conclut ce document, qui nous invite à le vivre dans la confiance et dans l'espérance. Voilà, donc 2 derniers moments dans notre soirée. D'abord, Christophe, qui va vous dire quelques mots sur la façon dont nous envisageons la réception, et puis un mot final de nos évêques pour un envoi dans la confiance de ce 2e dimanche de l'Avent qui arrive. Merci Bernard pour ce moment de prise de parole avant l'envoi. Ce n'est pas une conclusion, mais bien un début d'envoi qui sera officiel par nos évêques tout à l'heure. Mais ce temps se présente comme une question. Et maintenant, comment faire route ensemble? D'abord, des remerciements. Nous ne sommes pas arrivés au terme, mais nous sommes bien en chemin, je vais le dire dans un instant, mais des remerciements évidemment tout particuliers à l'ensemble des communautés éducatives qui nous ont aidés à travailler ce texte, qui ont porté ce texte, qui l'ont voulu, et à vous qui nous écoutez ce soir, à toute l'équipe des services interdiocésains qui se sont mobilisés pendant plusieurs mois sur ce travail, à ceux qui nous ont rejoints ce soir et qui nous encouragent, nos évêques, et à François Mogg, à Erika Walter évidemment. Maintenant, je vous partage 3 convictions. Nous ne partons pas de rien et nous ne sommes pas seuls. Pour une cohérence visible, complétons et unifions nos propositions en un parcours. Et troisièmement, pour progresser, cheminons en étapes. Alors, nous ne partons pas de rien et nous ne sommes pas seuls. Tous ces axes sont partiellement vécus dans nos établissements. Nous devons désormais, à tous les niveaux, en direction diocésaine, en réseau, en établissement, dans les classes, nous devons valoriser et encourager, développer et mutualiser les bonnes pratiques qui nous ont été, par des exemples illustrés tout à l'heure. De même, et Bernard le disait en présentant le texte que vous recevrez, dans le document du projet interdiocésain figurent des textes de diverses provenances, majoritairement de l'Église et du secrétariat général de l'enseignement catholique, qui sont remis en exergue dans le projet interdiocésain. Il vous suffit d'ouvrir le document du projet interdiocésain pour y trouver ces textes de référence, toujours inspirants et toujours d'actualité pour notre action éducative. Alors, je vous parle de l'ancien. Comment faire de l'ancien avec du neuf? Comme un disciple du royaume des cieux, comme un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien, nous sommes invités à faire du neuf, mais pas en jetant l'ancien comme dans une culture de rejet. Nous sommes sans doute quand même appelés à émonder pour fortifier notre enseignement catholique et pour que nos actions éducatives portent du fruit en abondance. Prenons appui sur nos racines et sur nos réseaux. Ainsi, chaque acteur de l'enseignement catholique sera appelé à retrouver la liberté de l'enseignement privé associé à l'État, à expérimenter des pratiques pédagogiques innovantes, à oser des associations parfois improbables et à tenter de nouvelles coopérations, comme nous y appelaient tout à l'heure nos évêques. Deuxième point, pour une cohérence visible, complétons et unifions nos propositions en un parcours. Dans chaque établissement, ce projet appelle à mettre en œuvre et à développer, pour chaque âge de la vie, un parcours d'humanité, d'engagement, de sagesse. De multiples initiatives
portent de manière parfois désordonnée des intuitions justes. La culture religieuse ouverte aux pluralités, le développement durable et l'éducation intégrale, l'apprentissage de la relation et de la communication, la découverte de la philosophie et l'art du débat et du dialogue, parfois dès le plus jeune âge, l'attention à toutes les intelligences. Il est temps, nous croyons, de proposer une unification de ces propositions dans un parcours construit, selon les établissements, de la maternelle au supérieur, pour que cette cohérence éducative de nos projets soit visible. Nous proposons aussi que cette volonté se manifeste par un réel effort de ressources humaines dédié à ce parcours d'humanité, d'engagement et de sagesse, afin que des compétences humaines participant à l'éducation intégrale soient pleinement honorées. Troisième point, et dernier point, pour progresser, cheminons par étapes. C'est un chemin qui s'ouvre à nous, et nous devons en baliser les étapes et veiller à ne perdre personne sur la route. C'est pourquoi, en intercodiec, comme en établissement, nous nous donnerons des indicateurs permettant de mesurer la distance parcourue et, le cas échéant, d'ajuster le cap. En particulier, 3 points, il sera proposé par les directeurs diocésains lors de notre rencontre du 15 décembre que la conférence des tutelles, présidée par nos évêques, se saisisse elle-même d'un ou 2 axes à travailler en conférence des tutelles pour guider sur une année nos établissements, ou accompagner sur une année nos établissements. Deuxième possibilité, sachant que les conseils d'établissement ont été nombreux, je le disais déjà tout à l'heure, à travailler et à participer par des allers-retours avec le comité de rédaction à l'écriture de ce projet interdiocésain. Et nous souhaitons que les conseils d'établissement continuent sur cette voie et, sous la houlette du chef d'établissement, puissent mesurer au moins une fois par an les progrès réalisés dans les domaines mentionnés dans tous les axes du projet. Et en particulier par la mise en œuvre du parcours évoqué il y a quelques instants. Enfin, les groupes institutionnels qui ont été évoqués déjà tout à l'heure, mais que je peux rappeler ici, le groupe École inclusive, le groupe EUD, Développement, Engagement Solidaire, EARS, Éducation affective, relationnelle et sexuelle, le groupe de la pastorale, le groupe des pôles pédagogiques. Ces groupes institutionnels continueront à exister et à proposer des animations et des réflexions pour que le projet interdiocésain prenne corps, se développe et nourrissent la vie de nos établissements. Nous veillerons à ce que tous les thèmes soient honorés par ces groupes, quitte à en créer de nouveaux pour un suivi et un accompagnement, et pour travailler avec énergie à toutes les pistes proposées. Un dernier mot, l'enseignement catholique des 3 diocèses du Poitou-Charentes, Angoulême, La Rochelle, Poitiers, utilise déjà depuis plusieurs années un petit slogan « Donner sens à l'avenir ». Vous remarquerez sur le visuel du projet interdiocésain une inversion de cet appel qui devient « Donner de l'avenir au sens ». En effet, en cette période troublée, mais aussi dans un moment comme le nôtre de relecture et en quelque sorte de refondation, il nous a paru utile de rappeler que nous souhaitons que le sens de notre engagement éducatif ait un avenir, et nous nous mettons en route pour. Fort de ces convictions partagées, je souhaite à l'ensemble des établissements de l'enseignement catholique des diocèses d'Angoulême, de La Rochelle et de Poitiers un chemin fécond de coopération éducative. Car comme le rappelle notre pape François, éduquer est toujours un acte d'espérance qui invite à la coparticipation. Je laisse la parole pour l'envoi à nos évêques. Merci à vous encore.
Que dire qu'il ne l'a pas encore été? Des choses sans doute, mais ce n'est plus à nous de le faire, c'est à vous tous de continuer à dire et à parler à partir de ce projet, de ce qu'est l'enseignement catholique. Que dire qu'il ne l'a pas été, mais comme je vois que vous insistez, je vais quand même dire quelques mots. L'école, c'est le lieu où on apprend à lire des textes, mais aussi à lire des images. Bien, je me propose de lire une image qui est celle du logo de ce projet diocésain. Il est là, voilà, derrière mes confrères. Je le lis, mais chacun peut aussi en faire une lecture, parce que le logo n'a pas de règles précises. C'est un cercle, et le cercle dit un besoin de protection, qui est un besoin noble, et l'école est aussi un lieu protecteur. Mais vous voyez que c'est un cercle qui n'est pas fermé, un cercle qui sans doute prend des racines quelque part, mais aussi on prend ailleurs. La terre et le ciel qui sont liés l'un à l'autre et qui sont à la fois enracinés dans le limon d'où nous sommes tirés, mais aussi tournés vers cette ouverture qui est le signe de Dieu. Et pourquoi pas ce point rouge qui est comme un feu, le feu de l'Esprit Saint, qui vient donner de la chaleur et de la force à tout ce que nous pouvons entreprendre. Chacun pourra lire ce logo, pourra lire ce texte et écrire cet enseignement catholique qui est le nôtre, aux uns et aux autres. Et bien, pour terminer, je lis simplement, avec mes frères évêques, la dernière ligne du texte que nous proposons et qui termine cela. Belle vie à l'enseignement catholique chez nous et ailleurs. Belle vie à l'enseignement catholique chez nous et ailleurs.